Faut essayer de remonter un petit peu plus haut, avant 11 septembre 2001, où on avait peut-être l'intention que côté de l'Amérique qui a fonctionné, sur l'Amérique qui est infaillible, imbattable, parce que jamais, pas de jamais gagné aucune action qui est arrivée sous sol américain, même comme si pour dire que, écoutez, vous êtes prenable comme les autres pays. Donc les Américains, au matin du 11 septembre, donc tout allait bien, et ça, il faut voir aussi, donc la bourse, ça allait très bien. Donc, quand on dit World Trade Center, c'était le cœur de l'économie américaine, donc la ville de New York. Donc, les deux tours jumelles qui étaient un symbole fort de cette économie. Le marché de change, ça marche très bien, tout était OK. Et puis, boum, le 11 septembre, au petit matin, disons, dans la matinée, je crois que ça a commencé vers les 9 heures du matin, lorsque tout le monde qui était à vivre à New York aux États-Unis, donc est surpris, lorsque trois avions, Tapral, côté Téguin, Tapral frappé le Pentagone, et puis après, ça y a deux autres avions qui Tapral frappé, donc les deux tours jumelles, donc deuxième avion hein, qui pourrait rentrer dans rien et tours jumelles, et puis voilà. Et comme un château de cartes, eh bien, économie américaine, il est chuté. Et c'était l'époque, nous capables de dire, qui était plus gros inquiétude pour le monde. Maintenant, quelle sera donc ça me capable de dire, donc la réaction des États-Unis d'Amérique? Parce que la bête est blessée, la bête est fouettée également dans son orgueil à l'époque. Et c'était au moment où George Bush, dans la matinée, donc, a pris une visite à une série d'endroits, particulièrement dans l'école côté Simone, et puis à ce moment-là que les recevoir un message là que Monsieur le Président, donc il vient d'arriver un malheur, quelque chose de très grave, donc l'Amérique est frappée. Donc George Bush, du coup, pas de prendre un temps pour être capable de réagir. Donc, la réaction là, c'était fait connaître que ça pas de prendre le temps. Donc, dans la réaction, où tu as pas un président qui non seulement a et cap, capable de dire qui est touché par ça privé. Parce que quand il y a des gens qui mouraient à l'époque, c'était capable de dire, il y a un plus gros coup que l'Amérique lui-même était prend. Parce que jamais auparavant, comme on était dit tout à l'heure là, que l'Amérique lui-même était prend un coup, euh, la caille lui-même. Parce que tout ce que les États-Unis a fait, mener des combats, c'est toujours à l'extérieur, mais sur le terrain. Donc on dit que vous êtes prenable. Il faut désigner quelqu'un, il faut trouver une personne qui était donc responsable. Donc c'était le fameux Ben Laden dès les premières heures qu'on avait donc identifié, qui peut-être était commettre et action ça. Bien que quelques années plus tard, donc nous avons George Bush, d'autres présidents qui viennent passer, et puis après Barack Obama, et c'est sous Barack Obama et que l'Amérique a dit que le finit par une justice lorsque tu gagné des unités tout à fait spécialisées qui étaient retrouvées, qui étaient trouvées qui côté Oussama Ben Laden. Mais c'est après on long travail, donc ça veut dire le tape chercher. Maintenant, tout ça, c'est un petit peu d'histoire, c'est un petit peu de pour essayer d'aller mener venir. Maintenant, quelle leçon l'Amérique peut tirer? Leçon, l'Amérique tire déjà, et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que les États-Unis, d'une certaine manière, pourraient commencer à prendre des décisions, même à, en dehors même des Nations Unies. Parce que maintenant, il faut venger le sang de tous ces innocents. Et songez à l'époque, George Bush, il m'avait dit, en fait, si on ne monte pas avec, c'est pour compte moins. Donc, il décidait, les chercher des pays qui sont alliés, parce qu'il y a des alliés qui sont très fidèles, et puis ben, voilà, ils vont commencer donc une guerre. Cette guerre commence par l'Afghanistan, parce que dans un premier temps, on disait que c'est là que Oussama Ben Laden lui-même était caché, et ça n'a pas le prendre en pile année jusqu'à ce que, pour être une journée, dans les années 2010. D'accord, c'est 2011, je crois, lorsqu'on va justement retrouver Oussama Ben Laden. Et qui est après considéré comme un plus gros événement pour le président d'alors, j'ai parlé de Barack Obama, qui tape suivre l'opération en même temps. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait aux États-Unis d'Amérique? Les États-Unis viennent comprendre qu'il faut que les renforcer question de sécurité. Ils comprennent tout, sécurité à l'intérieur du pays, ça doit être une grande priorité. Et la priorité, ça, c'est qu'on peut le gagner, les États-Unis peuvent développer tout un système de sécurité et tout un système de surveillance. On va renforcer tous les aéroports. C'est pas seulement aéroports aux États-Unis seulement, mais pour gagner des mesures qui peuvent prendre dans tous les grands aéroports internationaux, notamment notre aéroport international tous à l'ouverture,
Donc, lorsqu'on a parti qu'on y a là, on va venir beaucoup plus de surveillance, des dispositifs de sécurité pour les gens qui voyager. Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut voyager avec bagage, par exemple, qui est capable de détourner un avion? Bon, pour Haïti, nous sommes en bas même, on est capable de dire, nous sommes en bas même principe là, mais j'avais compris l'autre pays. OK? Après, et ça, en termes de surveillance, en termes de sécurité, on peut le voir comme changement. Maintenant, États-Unis, dans un premier temps, qui était déjà un pays, comme capable de dire, qui est très, d'ailleurs, ça a été toujours reproché, lui, interventionniste. L'intervention des États-Unis, ça va encore continuer. Donc, il pourrait prendre beaucoup plus d'expansion. Et à ce moment-là, pour venir gagner, un conflit qui pourrait être très ouvert, très ouvert et très amer entre le monde occidental et le Moyen-Orient, le Proche-Orient, qui est capable de dire monde arabe là. Depuis là, ça, on peut gagner un pile attentat qu'a fait, soit en France, en Angleterre, un petit peu partout à travers le monde. Parce que quand même, on a désigné les États-Unis comme le plus grand Satan. Donc ça a changé, ça a chambardé le monde international, donc la scène internationale. Vous avez d'une part le monde occidental et d'autre part des pays qui sont alliés à d'autres pays comme la Russie et autres. Il est vrai que la Russie, c'est un pays qui ne négocie pas avec les terroristes. Ça, il faut le dire. Même quand je dis des pays qui se rallient ou bien qui mettent au bon côté la Russie, d'une certaine manière, ou un allié même leader, parce que pour comprendre ça qui passe, je dis, si vous regardez, faites des marchands de 2001 à aujourd'hui, ça aide à comprendre également de nouvelles puissances, je dis, qui a essayé de remonter. Par exemple, la Russie et tant d'autres. C'est que dès que les États-Unis a continué avec des interventions un petit peu partout, sous prétexte qu'on va justement combattre le terrorisme un petit peu partout à travers le monde, c'est que il y a quand même quelque chose qui va changer. Qui s'allie, c'est beaucoup plus d'ennemis que ça continue à faire. Donc les États-Unis qui ont bien beaucoup plus d'ennemis au niveau du Moyen-Orient, Proche-Orient, et puis ben voilà. C'est que de 2001 à aujourd'hui, qui fait 23 ans, en fait 11 septembre 2024, beaucoup de choses en pile bagage changé dans la diplomatie. Moi, je souhaite énumérer tout ça, c'est que moi, je souhaite parler d'un système de surveillance. Moi, parler tout de l'interventionnisme des États-Unis, donc qui augmentait un petit peu plus, parce que là, ils viennent renforcer les États. Écoutez, si je suis fouetté aujourd'hui dans mon orgueil, je suis frappé, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Certes qu'on dit que je suis le gendarme du monde, mais on va le confirmer beaucoup plus et li gagner assez de preuves dans men pour les continuer dans des pays où il dit pour destituer ce qu'on appelle le terrorisme. Donc, diplomatie américaine, américain venait poser. Si, donc, il existe à un certain moment la doctrine de Monroe, donc la meilleure cause américaine. Après, ça, on va venir George Bush, il va venir ensemble avec l'autre théorie, où il dit ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Donc, si vous ne partez pas en guerre avec moi, c'est que vous êtes contre moi. Donc, les États-Unis qui identifient les gens qui allient, ça veut dire, pour allier, il y a des opérations que vous pouvez mener ou bien des actions que vous pouvez mener, sous pas avec, ou pas la donne. Diplomatie en vient beaucoup plus dynamique tout en même temps. Donc, et parce que pour la question de diplomatie, ça, il faut le dire, avant la tombée du mur de Berlin en 1989, ça, il faut dire, à l'époque, c'était une diplomatie qui était chita non seulement sur représentation, mais une diplomatie côté de chita, nous négocier, nous parler. Mais 11 septembre, bah, yon l'autre champ aussi, c'est quoi? Donc, la diplomatie économique. Parce que dire que 11 septembre, il paraît tout simplement ça. Donc, il y a aussi dans cette guerre autre chose que les États-Unis vont chercher. Par exemple, après tout ça que lui estimé qu'il perdu, faut qu'il tire. Mais pour le tirer, il doit aller dans des pays, par exemple au niveau du Moyen-Orient et Proche-Orient, mener des guerres. Alors, c'est ce qu'on ne vous dit pas certaines fois. On ne vous dit pas. Moi, on ne va pas parler de questions des théories du complot, mais on est tous nos patrimoines, donc nous comprenons un ensemble d'actions qui posées, qui motivation qui cachée derrière. On va pas rentrer dans une espèce de théorie du complot parce que je suis pas complotiste, mais quand même, on peut le comprendre qu'il y a un ensemble d'actions, il y a des bagages, il y a des motivations derrière. Donc, les États-Unis, qui ont été gagnés avant 2001 avec États-Unis, ça a gagné aujourd'hui, de 2001 à aujourd'hui, sont États-Unis qui sont beaucoup plus interventionnistes, qui marchaient dans des pays sous prétexte que l'a destitué ce qu'on appelle le terrorisme. Et en ce sens, il y a aussi d'autres aspects. L'aspect économique, ça compte aussi derrière cette guerre. Donc, il n'y a pas tout simplement une guerre contre le terrorisme
mais il y a aussi l'aspect économique. L'aspect économique pour les Américains, parce que nous perdions ensemble de bagailles, donc il faut que nous motiver. Nous motiver, et ça, lui-même, il rallie ensemble de pays derrière lui. Moi, t'ai parlé de ensemble de pays toujours, en fait, qui c'est en fait des alliés tout à fait naturels des Américains. Oui, mais c'est pas toutefois que les États-Unis peuvent prendre des décisions et qu'il y a des pays qui se disent que ma chance m'avait. Déjà, pour attaquer l'Irak sous la question d'armes de prolifération massive, prolifération d'armes massives, pardon, de destruction massive, certains pays disaient non, en fait, vous partez tout seul. Tant que vous n'avez pas de preuves, vous partez tout seul. Mais à ce moment-là, les États-Unis décidaient d'y aller. Donc, le côté interventionnisme des Américains, ça a augmenté. Et le 11 septembre a permis aux Américains de grandir un petit peu plus le plan militaire et de grandir. Donc, si vous regardez de 2001 à aujourd'hui, vous allez voir que les Américains ont changé de visage. Bon, pour aujourd'hui, nous savons qu'il y a certaines considérations, puisque nous vivons dans un monde qui est en éclatement. Par exemple, ce que les Américains pouvaient faire autrefois sans demander la permission de personne, aujourd'hui, parce que la réfléchit en pile. Et surtout avec la montée des pays comme la Chine et comme la Russie, et il est vraiment très difficile. Et quand on a un pays comme la Syrie, excusez-moi, à un certain moment, donc on accusait Bachar al-Assad d'utiliser donc un gaz mortel sur sa propre population. Et bien à ce moment-là, les États-Unis pouvaient bombarder la Syrie aussi facile. Alors je disais en fait avant la tombée du mur de Berlin, à l'époque où il y avait la guerre froide, même en fait. Après la guerre froide, donc l'URSS, on a assisté donc à l'implosion russe. Donc les États-Unis viennent une capable de superpuissance, nous vivons un monde uni et en fait et unipolaire. Eh ben oui, aujourd'hui, il y a un ensemble d'actions, un ensemble de bagages qui passaient sous scène internationale là, qui révoltaient un ensemble de pays. Et il y a des pays peut-être qui viennent à grandir. Par exemple, la Chine, qui représente un poids économique aujourd'hui. Donc, c'est incontournable ou pas capable de négocier ensemble avec lui. Vous avez d'une part donc la Russie qui est non seulement un poids politique, mais c'est un poids militaire. Donc, c'est la deuxième armée après les États-Unis d'Amérique et qui gagne un pile d'armes de destruction qu'ils sont capables d'utiliser. Donc, il faut négocier avec ces pays aussi. Mais oui, maintenant, pour revenir à la question que vous posez maintenant, en effet, oui, l'ensemble d'actions ça capable d'engendrer beaucoup plus de haine, beaucoup plus de problèmes. Et là, s'il y a des pays, par exemple, qui apprennent certains leadership, effectivement, donc on pourra trouver des pays qui osent allier ensemble avec pays Sahel en vue de donner donc une réponse aux États-Unis d'Amérique. Oui, pour le moment, les États-Unis ne représentent pas ce qu'ils étaient il y a 20 ans de cela, parce que c'est un système qui est un petit peu fatigué, donc un monde unipolaire, on a compris, sans qu'on ait moins qu'on ait le tout, il y a un ensemble de bagages qu'on fait, comme café, je dis, vous obligez de négocier avec. Donc, il y a un ensemble d'actions qu'on voulait poser qu'on n'est pas capable. L'Ukraine en est bien, c'est la raison, c'est la preuve. Le débat Kamala Trump, alors si tu gagnes certaines, dans un premier temps, donc le débat qui opposait Joe Biden, Joseph Robinette Biden à Donald Trump, et qui t'est fait que les démocrates étaient sentis à un certain moment, waouh, est-ce que nous pouvons gagner cette élection en fait face à Donald Trump? Eh bien, je pense que le changement joueur ça, non seulement Ligue au avantage, donc elle est jeune et elle est très méthodique, donc c'est une femme qui a fait des études et on est à un moment où l'Amérique peut-être voulait bailler une leçon historique parce que songez que ça, c'est pour la première fois. Donc le débat d'hier, c'est un débat historique à mon avis. Je ne dis pas que c'est pour la première fois qu'une femme ouvre un débat avec un garçon. D'ailleurs, pour tromper le président, c'était avec Madame Clinton, Hillary Clinton. Mais historique parce que c'est un président qui n'en peut plus, par exemple, qui pas gagné toute, je ne vais pas dire toute sa lucidité, mais un petit peu affaibli et qu'on a décidé de remplacer au cours, en fait, durant la course. Et c'est Madame Kamala Harris, c'était un très beau choix comme colistière. Et elle a fait ses preuves. C'est deux mondes diamétralement opposés. Trump, c'est pas quelqu'un de formel en réalité. Mais attention, ce que moi je dis, c'est que Trump, c'est également un stratège.
Trump, c'est quelqu'un qui s'est renversé des situations qui étaient dès le départ non favorables à lui. Donc, c'est un monde diamétralement opposé. Kamala Harris, râler Trump sur terrain là, le terrain de jeu vous accuse à chaque instant, parce que c'était ça qu'on voyait hier. On s'attendait de préférence que c'est une madame très très modérée avec un discours axé sur des principes économiques et autre chose. Mais à un certain moment, on a donc l'impression que c'était un peu personnel. Les attaques étaient personnelles, donc très très personnelles. Et elle a pu déstabiliser Donald Trump. Ça veut dire sur le terrain de Trump, Trump est déstabilisé sur son propre terrain pâle. Parce que le terrain de Trump, c'est arrogance. Dès première fois que Kamala a pris la parole, il tout présentait Trump comme un monstre. Et débat ont été faits autour d'un ensemble de points côté diamétralement opposés sur la question de l'avortement, sur la question de politique internationale et sur il y a des accusations et même sur l'avortement et même sur la couleur de peau et que là à ce moment puisque équipe Trump était déjà Trump fait une déclaration qui tournait contre lui. C'est quand elle disait que Kamala n'est pas noire, donc elle se fait devenir noire, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors Kamala a utilisé en disant que oui, vous êtes venu avec un discours pour diviser l'Amérique. Et l'Amérique pas jamais divisée, en fait, quand je dis pas jamais divisée avant que sous l'ère Trump, parce que Trump, c'est la remontée des ultranationalistes. Qui sont ces ultranationalistes? Ce sont des Blancs. Ce sont des Blancs qui habitent dans le Middletown. C'est à l'intérieur des terres, blancs saoyés. Donc, ce sont des conservateurs. Maintenant, est-ce que Amérique prêt pour le reprendre? On met 4 ans avec Trump pour continuer à chuter. C'est vrai qu'avec Trump, il y avait beaucoup d'efforts, je sais, sur le plan économique, une certaine remontée, mais malheureusement, l'histoire reconnaît qu'il avait fait donc une très mauvaise gestion de la COVID-19. Et c'est là qu'il était perdu devant Biden. Et sous mandat, Biden se prend. Et maintenant, si on regarde par exemple sur le plan international, qu'est-ce qu'il y a? Certes, ok, Trump toujours dit, ok, moi, durant ma présidence, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait rien du tout. Oui, certainement. C'est deux méthodes. Mais vous green bagarre pour nous comprendre. Quel que soit républicain ou démocrate, l'Amérique toujours fonctionner avec un agenda. Puis yes, moun, que c'est président ou pas aller au-delà de ça au baou comme agenda.